Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Europe et des cryptos. Encore une très grande inquiétude autour même de l'existence même des blockchains en Europe. On va aussi parler de XMR qui a explosé. Je vous explique pourquoi. On va parler de MicroStrategy, de Ethereum qui change sa stratégie, de OneInch et plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Alors, au niveau du cours des crypto-monnaies, on est toujours à des niveaux assez élevés pour le BTC, 95 000 $. Le reste des cryptos un peu moins. Ethereum, 1829 plus 0,9%. Et il y a une crypto ces derniers jours qui a bien augmenté. Regardez, c'est le XMR. On est passé de 229 $ à quasiment 320 $. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est un peu chuté, mais c'est resté des niveaux au-dessus, en fait, plus élevés que les 229 $ initiaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardez. On a eu, en fait, un vol de crypto-monnaie. Une victime qui s'est fait voler dans les 330 millions de dollars en BTC. Et ensuite, eh ben, le pirate a envoyé l'argent sur plus de 6 exchanges instantanés qui ont converti le BTC en XMR. Donc XMR, c'est Monero, c'est une monnaie intraçable qui sert vraiment à assurer une très haute confidentialité des transactions. Et comme le pirate voulait vraiment directement basculer en XMR pour des raisons, pour être le plus passé sous les radars, mais il a acheté du XMR, peu importe le prix, et c'est ce qui a fait exploser le cours du XMR. Alors il a sûrement perdu pas mal en frais, il a aussi, parce que ce type d'exchange se prennent 1-2% de frais, mais c'est largement compensé parce qu'il a fait augmenter le prix de manière énorme du XMR. Du coup c'est assez réussi pour lui parce qu'il se retrouve avec beaucoup plus d'argent. Mais voilà, encore un vol, on n'a pas les détails de cette personne qui a été visée. C'est probablement du phishing, du social engineering de la personne pour essayer de la convaincre d'accéder à son wallet, à son portefeuille. ZachXBT a fait l'analyse, c'est un ancien utilisateur de Gemini, de Coinbase, etc. Et voilà, tout ça, ça a bougé très rapidement vers du XMR. Ensuite, je vous ai dit, il y a les blockchains en Europe qui sont vraiment à risque. Regardez, c'est Raphaël Bloch qui nous poste cette information. C'est en fait les nouvelles lignes directrices du Comité européen de la protection des données. Ils veulent concrètement tuer les blockchains publiques. Selon le texte, en fait, n'importe quelle donnée personnelle doit pouvoir être supprimée de la blockchain. Et données personnelles, ça inclut plein de choses, donc ils se reposent sur le RGPD, le règlement général de la protection des données personnelles. Et en fait, ils disent que on doit pouvoir supprimer les données personnelles des blockchains. Ça peut sembler être du bon sens, mais techniquement, ce n'est pas possible. Et surtout dans les données personnelles, qu'est-ce qui inclut même les adresses des wallets? On ne peut pas supprimer des adresses des wallets d'une blockchain, ça n'a fait aucun sens. Et même un nom, un prénom, si quelqu'un décide de stocker ces données dans une blockchain publique, je veux dire, personne ne peut supprimer ces informations. Vous, moi, n'importe qui peut créer une transaction sur la blockchain, stocker des données sur cette blockchain, et c'est stocké à vie. Il y a plein de choses très controversées qui sont stockées sur la blockchain du Bitcoin, sur la blockchain Ethereum, mais c'est le même principe, même n'importe qui peut venir stocker ce qu'il veut. Et ces nouvelles règles directrices veulent venir imposer des choses complètement impossibles à réaliser sur les blockchains publiques. Et ils disent, si ce n'est pas possible, toute la blockchain doit être supprimée. Donc on peut imaginer par exemple l'ensemble des blockchains sur lesquelles on ne peut pas supprimer de données personnelles doivent être retirées des exchanges européens. On peut imaginer énormément de choses. En tout cas, ça serait vraiment catastrophique pour les blockchains publiques, ce qui consiste en la quasi-totalité des blockchains. Et surtout, les validateurs aussi seraient soumis aux contraintes du RGPD, ce qui est quasiment impossible aussi à mettre en place. Les smart contracts, ils sont exposés à des risques de non-conformité. Bref, c'est assez catastrophique. Alors, c'est pas encore finalisé. Maintenant, il y a toute une partie, il y a jusqu'au 30 juin, on peut donner des retours au Comité européen de la protection des données. Donc, il y a encore moyen de se faire entendre, mais vraiment, si ça passe en l'état, c'est vraiment catastrophique pour les cryptos en Europe. Je voulais vous parler d'une fonction que je viens de découvrir sur Swissborg, la plateforme partenaire de la chaîne. C'est la fonction Manage Portfolio. C'est des portefeuilles qui sont complètement managés par Swissborg. C'est de la gestion de portefeuille en fait, et ils font de l'allocation dynamique en fonction du marché, en fonction d'un certain nombre de signaux qu'ils ont. C'est vraiment des équipes qui vérifient ça quotidiennement pour chercher pour vous le meilleur rendement. Donc ils vous font passer un quiz avant de commencer. Il y a 3 niveaux de quiz: conservateur, ou si vous êtes plutôt un investisseur qui a un profil plus risqué. Vous avez l'aspect modéré, vous avez même l'aspect growth, encore plus risqué.
Et en fait, quand vous investissez, il y a un montant minimum, donc c'est pas pour tout le monde. C'est pour le moment, c'est 10 000 euros pour commencer. Mais ils visent vraiment des rendements qui sont assez élevés. Pour le portefeuille growth, donc le portefeuille avec le plus de risques, le rendement moyen, il est de 18%. Sur l'aspect moderate, c'est un peu plus bas, on est autour de 15%, mais c'est un peu moins risqué. Et c'est une bonne option pour ceux qui n'ont pas envie vraiment de se casser la tête à faire du trading eux-mêmes, qui veulent confier ça à l'équipe de Swissborg qui se charge pour eux d'aller chercher le meilleur rendement. Je vous invite à consulter la FAQ et l'ensemble des informations disponibles sur le site pour justement mieux comprendre ce type de produit qui est vraiment pour des investisseurs qui veulent aller chercher un rendement élevé. Vous trouverez le lien dans la description pour profiter du bonus qui peut aller jusqu'à 50 euros à l'inscription, 50 euros offerts en BTC. Ensuite, ça bouge beaucoup au sein de Ethereum et la fondation Ethereum et des propositions pour mettre à jour Ethereum. Jusqu'à maintenant, la stratégie sur Ethereum, je vous l'ai déjà dit, c'était vraiment d'augmenter le nombre de transactions possibles via les L2, ces blockchains de niveau 2 tels que Arbitrum, Optimism, Base. Et là, en fait, il y a un nouveau focus, il y a la nouvelle fondation, les nouveaux dirigeants de la fondation Ethereum se focalisent aussi sur mettre à jour la L1, donc mettre à jour le réseau principal Ethereum pour augmenter le nombre de transactions possibles. Et là, on a une nouvelle proposition qui a été faite par Dankrad. C'est un développeur très très connu dans l'écosystème Ethereum, le proto Danksharding et le Danksharding, le Dank, ça vient de son nom. Et en fait, regardez ce qu'il propose. C'est une nouvelle proposition, EIP 9698, et qui vise en fait à augmenter de manière exponentielle la limite de gaz sur Ethereum pour faire un x100 sur 4 ans. C'est assez énorme. La limite de gaz, c'est ce qui limite un peu artificiellement combien de transactions on peut mettre dans une seule transaction sur Ethereum, au final dans un seul bloc sur Ethereum. Et ça va venir en fait augmenter de manière drastique x100 le nombre de transactions qui peuvent passer à un instant donné sur Ethereum. Donc c'est très très intéressant. On peut se mettre à frôler les 1500, 2000 transactions par seconde. Par rapport au niveau actuel, c'est énorme. Hein. Aujourd'hui, on est autour de 14 ou 20 transactions par seconde. C'est pas du tout énorme, mais là, ça serait complètement fou. Alors certains disent que c'est une stratégie trop agressive, parce qu'il va y avoir des coûts à faire ce type de choses, les validateurs devront payer plus cher, etc. Mais bon, c'est au moins une roadmap, c'est en train de discuter, c'est pas sûr que ça va passer, mais ça montre un peu le changement de stratégie des développeurs sur Ethereum. Avant, on se focalisait sur comment augmenter le nombre de transactions sur les L2. Là, on est aussi en train de penser, mais faudrait étudier les transactions sur le réseau principal Ethereum, il faut que ça bouge. Je vous ai dit que la fondation Ethereum, elle essaye maintenant de faire ça, mais ils essayent toujours aussi ils vont pas trahir les L2 d'un coup, ils sont en train aussi d'essayer de résoudre un certain nombre de problèmes pour eux, ils veulent augmenter le blob space, c'est un espace de stockage qui est conçu pour les L2, donc ils sont aussi en train d'essayer de faire ça en parallèle, mais aussi maintenant cette roadmap de vraiment augmenter la capacité du réseau Ethereum principal, et ça, c'est vraiment très très bien. Ensuite, MicroStrategy, leur achat continu, ils viennent d'acheter plus d'1,4 milliard de dollars de Bitcoin, 15 355 Bitcoin. Bref, ils continuent, ils atteignent quasiment les limites de ce qu'ils pouvaient offrir avec le programme où ils pouvaient vendre jusqu'à 21 milliards d'actions pour acheter du BTC. Ne vous inquiétez pas, ils ont d'autres moyens d'acheter du Bitcoin, mais c'est vraiment assez fou qu'ils aient déjà quasiment consommé ce programme de 21 milliards de dollars d'actions. C'est incroyable. Honnêtement, la stratégie de Michael Saylor, elle est réussie, hein. Faut pas se mentir. C'est grâce à ça qu'il a pu atteindre une market cap de dizaines de milliards de dollars pour sa société, sachant que sa société qui existait à l'époque de la bulle internet, hein, elle avait explosé, ensuite elle avait fortement chuté, il a continué à construire, il a trouvé l'opportunité avec le BTC, et là c'est parmi les plus gros holders de Bitcoin au monde. Bref, bravo à Strategy maintenant. C'est le nouveau nom de MicroStrategy. Et les meme coins sont en train un petit peu de revenir. Regardez, on a le bon qui a fait 60% en une semaine. Et on peut voir en fait à travers tout le marché des meme coins quand même une augmentation assez générale. Là, on est en train de voir une capture d'écran de CoinGecko. Mais voilà, on a Trump qui a bien augmenté, on en a parlé. On a le Bonk aussi, je viens d'en parler. On a Fartcoin, on a Floki, on a Dog with Hats. Bref, on a pas mal de meme coins qui sont en train de remonter. Alors, est-ce que c'est parce que on a eu un peu une éclaircie dans tout le marché crypto et les meme coins en profitent encore plus? Alors en tout cas, les meme coins ne sont pas morts malgré tout ce qu'on peut dire.
Et ensuite, OneInch, l'agrégateur d'exchange décentralisé, se lance sur Solana. Jusqu'à maintenant, il n'était pas présent sur cette blockchain. C'est parmi les agrégateurs historiques. Je rappelle, c'est clairement un concurrent de Paraswap, par exemple. Moi, je préfère utiliser des agrégateurs d'exchange décentralisés, tels que LamaSwap. Mais OneInch, c'est vraiment un bon agrégateur d'exchange. Et ils sont aussi en train de préparer la version cross-chain, c'est-à-dire pouvoir échanger un Ether sur Ethereum contre un Sol sur Solana, et tout ça de manière complètement décentralisée. Ça serait intéressant. Actuellement, on peut le faire d'une certaine manière avec Torchain, en tout cas du cross-chain natif, on peut le faire avec cross-chain, mais ça serait intéressant d'avoir une autre alternative en fait pour faire ce type de swap. Et pour finir, on a, je vous en ai pas parlé ce week-end, on a Loopscale qui s'est fait pirater. Et ben finalement, ils ont réussi à récupérer 2,8 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal, mais bon, ils avaient quand même perdu dans les 5,7 millions de dollars. C'est pour montrer en fait qu'il y a toujours des piratages, toujours des choses qui se passent plutôt bien. Moi, j'ai jamais été fan de tout ce qui est autour de Loopscale, et généralement les produits, on peut faire des emprunts avec des boucles, etc. pour augmenter drastiquement, faire du levier pour chercher du rendement. Faire un prêt, pour moi, ok, mais en faire plusieurs, je trouve que ça commence à être très risqué et il y a le risque de faire liquider, etc. Donc j'évite. Mais bon, voilà un projet sur Solana qui s'est fait pirater. Ils arrivent à récupérer une partie des fonds. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.